On imagine souvent l'avocat qui plaide aux quatre coins de la France, qui est partagé entre son bureau et les audiences. Mythe ou réalité? Justement, dans cette émission spéciale, je vous révèle l'envers du décor. Ce n'est peut-être pas la vérité, et évidemment, c'est ma vérité. C'est une façon de concevoir le métier qui ne correspond bien entendu pas à 100% des avocats. Je pense qu'il y a autant de façons d'exercer ce métier qu'il y a d'avocats, mais en tout cas, je vais ici vous révéler la manière dont moi, personnellement, je conçois mon métier et comment je me partage entre mes clients, mon cabinet et les audiences. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner. Plus de 60% d'entre vous qui nous regardez n'êtes pas encore abonnés. Et bien entendu, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Sans plus attendre, je vous révèle tout sur la profession d'avocat. Alors très souvent on me dit « Maître, comment faites-vous pour vous partager entre tous les clients que vous avez, les émissions que vous tournez, votre cabinet qui se structure et qui, encore une fois, a une équipe très importante, comment vous faites pour pouvoir traiter autant de dossiers ?» Je le rappelle, notre cabinet en 2025, c'est 1400 dossiers partout en France, j'ai même envie de dire partout dans le monde, puisque nous avons également des requérants en Nouvelle-Calédonie qu'on salue, mais également à La Réunion, en Martinique. Bref, dans les dom-toms, on est très heureux de pouvoir être sollicité par ces derniers. Je les salue à cette occasion. Alors, la réponse est très simple. Je considère qu'il y a une profession qui se répartit entre le XXe siècle et le XXIe siècle. Au XXe siècle, avoir un avocat à côté de chez soi, c'était la garantie de pouvoir échanger avec lui, d'avoir du contact, d'être sûr et certain qu'il comprenne ce que votre dossier comprenait, et bien entendu d'avoir la possibilité de pouvoir échanger régulièrement dans l'avancée de votre dossier. Évidemment, à l'époque, pas de téléphone, pas internet, les avocats écrivaient eux-mêmes à la main leurs conclusions, c'était un autre monde. Et puis ensuite est arrivé le 21e siècle. Les ordinateurs, les téléphones, internet, le numérique, mais surtout la crise sanitaire. La crise sanitaire qui a vraiment changé frontalement et brutalement la manière d'exercer la profession d'avocat. J'ai eu, en commençant mon activité en 2018, la fin de la profession du XXe siècle avec le début de la profession du XXIe siècle et je vais vous révéler comment moi personnellement je conçois aujourd'hui mon métier et comment je fais pour avoir du temps à consacrer à mes clients tout en permettant de me concentrer là où ma valeur a de l'intérêt. Tout d'abord, avant l'arrivée de la crise sanitaire, qui pour le coup a apporté quelque chose de positif, il est vrai que la profession d'avocat était une profession surtout, on va dire, locale. Une profession, on venait voir un avocat parce que vous aviez une proximité avec vos clients. Exceptionnellement, si vous aviez une réputation nationale, on pouvait aller vous chercher à l'autre bout de la France, mais c'est vrai que initialement, la manière dont j'exerçais dans le cabinet où j'étais au tout début de mon activité, c'était parce que c'était un réseau d'amis, de la famille, des connaissances, du bouche à oreille. C'est comme ça que ça fonctionnait, et une très grosse partie de mes confrères fonctionnent encore aujourd'hui de cette manière-là. Évidemment, si vous êtes avocat, dites-nous un peu comment vous fonctionnez, et vous l'aurez bien compris, c'était évidemment une profession avec une très grande proximité. La crise sanitaire est arrivée, et à ce moment-là, le télétravail s'est développé, la digitalisation s'est enclenchée à grands pas, et dorénavant, il est vrai, le choix d'un client ne repose plus exclusivement sur un critère géographique. Je vais d'ailleurs rappeler que la proximité géographique n'était vraiment pas le critère à prendre en compte, vraiment très mauvais critère. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, je vous donne toute une série de bons conseils à appliquer pour choisir votre avocat. Vous noterez et vous retiendrez que le critère géographique n'est clairement pas le bon critère. On choisit un avocat, on ne choisit pas un voisin de palier. Avec la crise sanitaire, la digitalisation, le numérique, le tout digital, on s'est aperçu que les choix de nos clients ont énormément évolué. On ne choisit plus un avocat parce qu'il est à côté de chez nous, on choisit un avocat parce qu'il a la compétence nécessaire pour traiter notre dossier. Mais surtout, en matière de droit administratif, qui représente 60% de notre activité au sein du cabinet, la procédure est écrite. Qu'est-ce que ça signifie ? Une procédure écrite. Une procédure écrite, ça veut dire que l'audience est purement facultative, elle est formelle, elle n'a pas véritablement d'intérêt. Je vous expliquerai juste après les quelques fois où je pense qu'elle conserve encore un intérêt. Ça signifie surtout que c'est la qualité de vos écritures, l'argumentation juridique que vous allez rédiger, mais également les pièces, les preuves que vous allez fournir qui vont conduire à une solution plutôt qu'une autre. En d'autres termes, l'oralité, les effets de manche, les émissions à l'américaine, vous oubliez, tout est discuté en amont, tout est décidé en amont, l'audience est vraiment totalement superficielle,
n'a pas véritablement d'intérêt. Il y a quand même évidemment une exception à ce principe, qui est notamment en matière médicale. Il est vrai qu'en matière médicale, quand vous vous présentez à la barre avec votre client qui vient de perdre son bras et que vous présentez une demande de dommages et intérêts résultant d'une faute médicale, c'est vrai que devant le juge, ça a un petit effet. Un petit effet supplémentaire que l'audience crée et qui conserve encore ici, une fois, l'intérêt d'une audience. Mais si on sort de ce cadre-là, le droit administratif, c'est un droit qui est un peu technique, c'est un droit d'initié, il n'y a pas de sentiment. On dit souvent que l'État, d'ailleurs, est le plus froid des monstres froids. Il y a ensuite la pratique judiciaire. Quand on a un contentieux judiciaire, la procédure civile, c'est vraiment encore les vestiges de la profession du XXe siècle. Il vous faut un avocat dans le tribunal dans lequel vous avez votre affaire, enfin, dans le ressort de la cour d'appel exactement, ou un avocat local, en d'autres termes. C'est ce qu'on appelle la postulation. Hein. Donc si vous avez un client qui est en dehors du ressort de la cour d'appel dans lequel vous avez votre bureau, vous êtes contraint et forcé de faire appel à un avocat postulant. C'est un peu l'avocat postier. Mais quoi qu'il en soit, il vous faut un avocat sur le plan local. Ça peut donc refroidir beaucoup de personnes en se disant qu'il leur faut évidemment l'avocat qui est le plus proche de chez eux. Encore une fois, la digitalisation, la numérisation de la profession d'avocat fait qu'aujourd'hui, votre serviteur, et je ne suis pas le seul, a aujourd'hui un réseau d'avocats partenaires un peu partout en France qu'il peut solliciter à la demande, avec lesquels il va pouvoir négocier directement les honoraires de postulation, ces frais dont on ne peut pas déterminer précisément le montant à l'avance et qui sont nécessaires lorsque le dossier que vous allez prendre en charge au sein de votre cabinet n'est pas dans le ressort de la cour d'appel où vous avez votre bureau. Dans ce cas-là, évidemment, ça rajoute un léger surcoût, mais le plus important, c'est pas les frais de la postulation, c'est l'avocat avec qui vous allez échanger, avec qui vous allez établir votre stratégie, et surtout l'avocat en qui vous avez confiance. En d'autres termes, aujourd'hui, on n'est pas totalement encore à l'ère de la totale digitalisation qui permettrait à n'importe quel avocat en France de pouvoir plaider devant tous les tribunaux judiciaires. Moi, je prône pour la fin de la postulation et pour qu'on puisse évidemment ouvrir pleinement la possibilité à tous les avocats de France de plaider dans tous les barreaux sans règle de postulation. Ce serait un frein financier moindre pour nos clients et surtout aujourd'hui, clairement, à l'ère du tout numérique, il est clair que c'est incompréhensible d'avoir encore la nécessité d'avoir un avocat local qui représente les intérêts d'un client. Je conclurai cette émission spéciale sur dans quelles conditions l'audience a encore un rôle, quelles conditions l'oralité joue encore un élément décisif dans un dossier. Clairement, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est pas dans le contentieux administratif. En revanche, il y a deux cas pour lesquels, de mon humble expérience d'avocat, je considère que l'oralité a vraiment un caractère déterminant. Le premier, c'est la matière pénale. Une plaidoirie au pénal, c'est quand même quelque chose qui est indispensable, qui peut véritablement faire changer le cours d'une audience parce que vous allez soulever le bon argument, parce que vous allez faire naître dans l'esprit du juge le doute. Et clairement, il y a des audiences qui commencent mal et qui peuvent se finir extrêmement bien. Je vais vous donner une anecdote. J'étais un jour amené à défendre une personne soignante qui avait réalisé une fausse vaccination, en tout cas c'est ce qu'on le lui reprochait, et clairement j'ai réussi à changer le cours de l'histoire de cette audience parce qu'à un moment donné j'ai expliqué que on ne peut pas reprocher à cette personne qui avait reconnu les faits d'avoir mis en danger délibérément des enfants sur des vaccins qui étaient certes obligatoires, mais qui 2 ans plus tôt étaient facultatifs. Rappelez-vous cette loi de 2017 qui fait passer de 3 vaccins à 11 vaccins. Or, dans la qualification pénale de la mise en danger délibéré d'autrui, il y a l'idée d'un danger grave et immédiat. L'exemple qu'on donne généralement dans les cours d'université, la personne qui va rouler complètement alcoolisée et qui va prendre l'autoroute à contresens. Et là, évidemment, le danger est réel et immédiat, il n'y a pas besoin que la personne percute frontalement un conducteur pour que cette infraction soit caractérisée. Mais là, l'élément qui a vraiment fait chavirer les magistrats que j'avais à cette audience, c'est de dire, écoutez, vous reprochez à ma cliente d'avoir fait une fausse vaccination sur un vaccin qui, 2 ans plus tôt, n'était pas considéré comme étant obligatoire. Ça a changé le cours de l'histoire, l'infraction a été considérée comme n'étant pas caractérisée, fin des poursuites, fin de l'histoire, c'est classé, elle rentre chez elle, elle est libre. L'oralité en matière pénale, c'est déterminé. Et le deuxième, et j'en ai déjà parlé longuement sur cette chaîne YouTube, c'est les procédures de soins sans consentement. Vous êtes interné psychiatriquement, d'office, sans votre consentement, soit sur décision du représentant de l'État, soit sur décision du directeur de l'hôpital,
à la demande d'un tiers ou en péril imminent. Bref, dans tous les cas, c'est pas vous qui avez choisi, vous arrivez à l'hôpital, et la loi prévoit, dans le code de la santé publique, que entre le 8e jour et le 12e jour, vous rencontrez un juge. Là, ça va extrêmement vite. Vous arrivez le matin à 9h30, vous vous entretenez pendant 10 minutes avec votre client, vous commencez à vérifier les premiers points extrêmement importants de votre argumentation, vous avez connu le dossier, on va dire, la veille pour le lendemain, et vous arrivez dans le juge et vous devez présenter vos arguments, toutes les irrégularités qui, selon vous, peuvent conduire à la main levée d'une mesure d'hospitalisation. La plaidoirie a lieu à 11h et à 16h, vous avez la décision. Là, clairement, l'oralité, elle est déterminante. Évidemment, vous n'avez pas le temps de prendre des écritures, évidemment, tout se joue sur l'audience, évidemment, c'est votre qualité d'analyse, votre qualité et votre rapidité de réflexion qui vont être déterminants et qui démontrent encore une fois qu'un avocat n'est pas équivalent à un avocat. Et si on mettait ces deux points de côté, la procédure pénale et ces procédures d'extrême urgence où évidemment l'oralité est indispensable, il est vrai que, à mon humble avis, l'oralité a perdu de son sens dans le contentieux. Dans le contentieux tant civil, judiciaire qu'administratif. Pourquoi ? Parce que les juges ont de moins en moins de temps pour écouter les avocats. Parce que les juges sont de plus en plus professionnels et qu'ils se laissent moins amadouer par une belle plaidoirie, mais qu'ils vont regarder davantage les arguments juridiques et les pièces d'un dossier. Si bien que, évidemment, aujourd'hui, et ce n'est que mon avis, les qualités oratoires de votre avocat sont certes importantes, mais pas déterminantes. Si vous avez aimé ce contenu, pensez à vous abonner, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et si vous avez aimé ce type de contenu, dites-le nous en commentaire, ça nous fera extrêmement plaisir, et surtout, ça nous permettra d'en produire d'autres. À très bientôt.